10h45, donc si vous le voulez bien, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle thématique consacrée au numérique en santé, avec cette question, comment les nouvelles technologies peuvent apporter des réponses pertinentes aux déserts médicaux. Pour cet atelier réalisé en partenariat avec Filiéris, je suis en compagnie de Vincent Garel, Stéphanie Fieretto, Julien Combette et Guillaume Raskopf. Bonjour, merci d'être avec nous. Je fais un premier tour de table pour vous présenter. Vincent Garel, vous êtes conseiller régional d'Occitanie, vous êtes originaire du Tarn, vous êtes aussi un petit peu notre local de l'étape et vous connaissez bien les acteurs de la technopole de Castres-Mazamet. De l'autre côté, nous avons Julien Combette, cadre du pôle santé en charge des projets du développement de la clinique Filiéris Sainte-Barbe. Bonjour. Hôpital lui-même placé dans un désert médical à Carmaux, donc on a un bon exemple. Et à vos côtés, il y a Guillaume Raskopf, médecin en douleurs et soins palliatifs et généraliste de formation. Bonjour, merci d'être là. Vous officiez vous aussi au sein de la Polyclinique Sainte-Barbe. Et puis au milieu, nous avons Stéphanie Fieretto, responsable communication chez Filiéris Région Sud. Bonjour. Stéphanie, on va débuter avec vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter les activités de Filiéris ? Bonjour à tous. Oui, en toute humilité, je vais tenter. Je crois que la zapette marche, mais on va tenter. Filiéris, oui, c'est une offre de santé qui est assez ancienne, mais pas has-been, hein, je précise, puisque nous sommes ici. Donc on est dans l'innovation aussi. Pourquoi je dis que c'est une offre de santé ancienne, puisqu'elle était autrefois réservée au régime de protection sociale des mines, qui a été pionnier dans la prise en charge globale des patients, puisqu'on avait la chaîne amont et aval d'une offre de santé, que ce soit donc la santé de proximité avec des centres de santé qui abritent notamment des médecins généralistes et des infirmiers, des établissements de soins de suite et réadaptation, qui était et qui est toujours un petit peu le cœur de métier de la Polyclinique Sainte-Barbe, qui a été labellisée depuis décembre 2021 hôpital de proximité, et également des services de soins infirmiers à domicile. Nous existons donc depuis très longtemps. Filiéris, la marque, a été créée quand le gouvernement a décidé d'ouvrir l'offre de santé à l'ensemble de la population, puisque les mineurs, effectivement, sont encore là, mais les mines sont fermées en France. Et les centres de santé ont retrouvé, on va dire, toute leur utilité depuis quelques années avec l'apparition des déserts médicaux. Donc, il y a une quinzaine d'années, l'État a dit on ouvre à l'ensemble de la population. Effectivement, mes collègues en parleront mieux que moi. Les zones sous-dotées, on connaît tous, on en parle tous et beaucoup, mais certains le vivent de très près. Donc, je leur laisserai la parole pour développer là-dessus un petit peu plus tard. Nous développons beaucoup tout ce qui est autour de l'humain, effectivement, de la proximité. On en parle beaucoup aussi. Et contrairement à ce que vous pourrez penser, le numérique en santé rapproche et crée ou recrée du lien. Voilà, c'est important de le dire, parce que souvent, effectivement, on parle de déshumanisation de la relation médecin-patient ou infirmier-patient. Ce n'est pas le cas. Et c'est les messages importants qu'on voulait passer. Voilà. Je vais passer rapidement sur les chiffres. Filiéris est leader sur les centres de santé. Donc on représente 35% des centres de santé en France. On est également les premiers en termes de médecine salariée en Occitanie, n'en déplaise à la région, hein, c'est pas du tout de la concurrence, mais nous avons 18 lieux de consultation et en France, nous avons 153 centres de santé et antennes. Voilà. Au niveau des établissements, donc on a également 11 établissements de santé, 11 établissements médico-sociaux, donc ça peut être des EHPAD, voilà, comme des centres de réhabilitation respiratoire ou de répit, des résidences autonomie et une résidence d'hébergement temporaire. En Occitanie, donc, nous avons l'hôpital de proximité Polyclinique Sainte-Barbe, un EHPAD, effectivement, dans le Tarn, et un SSR dans le nord du Gard. Voilà. Et également donc 5 SIAD et un SPASAD dans le Tarn à Carmaux, pas très très loin d'ici.
Au niveau des effectifs et des patients, donc on est à peu près 4500 collaborateurs pour plus de 200 000 patients en médecine générale. En 2021, dans nos centres de santé, il y a eu 130 000 téléconsultations, donc plus de 100% depuis 2019, depuis la crise Covid. Ce qui, on le verra plus tard, nous a demandé beaucoup d'adaptations rapidement, mais pour le bonheur, je pense, de nos patients et au bénéfice de nos soignants. Donc, je vais laisser ensuite la parole aux autres interlocuteurs. Je ne sais pas si, Martin, vous aviez des questions. Oui, j'ai quelques questions, mais on a fait le tour sur la présentation de Fédéris. Oui. Très bien. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. On va enchaîner avec Guillaume Raskov, puisqu'on parle évidemment des outils et notamment de la télémédecine. Peut-être revenir avec nous sur votre expérience de la télémédecine générale. Tout à fait. Alors, merci déjà pour la question. Alors, la télémédecine, je l'ai vécue de très près, notamment au moment de la crise Covid, où les fermetures des centres et des consultations aux patients a impliqué un changement de nos pratiques. Alors, d'abord un peu de bric et de broc au téléphone, puis ensuite de plus en plus développé avec de véritables outils de télémédecine. Alors, c'est vrai que sur Filiéris, c'était essentiellement Maya que nous utilisions. Donc ça s'est développé particulièrement en 2021 à la sortie de la crise Covid finalement, où j'ai assez pris vite le train en marche sur le cabinet de consultation pour proposer aux patients cette alternative de consultation pour des motifs qui parfois ne nécessitent pas nécessairement d'examen clinique, que ce soit sur des comptes rendus, des adaptations thérapeutiques ou simplement des questions sur des résultats biologiques, par exemple. Et cela a permis de plutôt faciliter, fluidifier les consultations. Au niveau des retours des patients, c'était tout à fait satisfaisant, hormis les quelques déboires techniques que le commencement de ce genre de pratique peut induire. Mais dans l'ensemble, les patients sont plutôt satisfaits et ils voient une bonne alternative et une facilité d'accès aux soins. Alors, c'est en voie de développement, enfin en tout cas d'expansion, plus que de développement, on va dire, sur le bassin carmesin, parce que les autres confrères de Filiéris, ils sont aussi invités, et je sais que les collègues de Carmo le développent, notamment avec l'aide d'une infirmière qui vient à domicile pour promouvoir ce genre de téléconsultation et notamment rapprocher les patients qui ne peuvent pas trop se déplacer. Pour rappel, le bassin carmesin est particulièrement âgé, l'accès à la technologie n'est pas forcément toujours très aisé, et l'intervention de l'infirmière comme ça auprès des patients, et donc pas en EHPAD, à domicile, permet un bon développement du lien et de finalement rapprocher à nouveau des patients qui n'étaient plus vus. Justement, quelle perspective ça peut apporter sur votre activité, notamment sur l'équipe mobile? Alors là, concernant mon activité, donc qui a changé avant, donc je faisais et médecine générale et soins palliatifs. Maintenant, je ne fais plus que du soin palliatif. Donc là, au niveau de l'équipe mobile, ça a un impact, ça a un intérêt très concret, à savoir les patients en soins palliatifs sont généralement très fragiles, très, très dépendants, ne peuvent pas forcément très facilement se déplacer. Nous, sur l'équipe mobile, on est une toute petite équipe, donc on n'a pas non plus forcément la possibilité de se déplacer à outrance, d'autant que le territoire est très grand et le désert médical tout autant. Donc ça peut permettre, suite par exemple à des premières évaluations faites à domicile, de pouvoir après avoir encore un lien avec les patients, les paramédicaux, les soignants ou même les médecins pour adapter notamment tout ce qui va être prescription anticipée et plan de soins personnalisés pour les patients, notamment en fin de vie. Alors, on va passer la parole à Julien Combette à présent. On a vu un petit peu les retours sur la télémédecine générale. Quel retour d'expérience vous pouvez avoir par rapport au numérique, et notamment sur la radiologie sur laquelle vous officiez? Alors, en reprenant le territoire donc, du Tard Nord, qui est un territoire qui est un désert médical, donc avec très peu de médecins généralistes, mais aussi une précarité importante des populations, on se retrouve avec de nombreux patients qui n'ont plus accès au diagnostic radiologique pour des raisons de déplacement. Donc,
les hôpitaux de proximité ont une importance capitale pour justement garder un ancrage local dans les territoires, pour faire de la radiologie. La problématique, c'est que les déserts médicaux, c'est des déserts pour les médecins généralistes, pour les infirmières, pour les kinés, mais c'est également des difficultés très importantes de recrutement pour les structures. Donc actuellement, sur la radiologie à la clinique, je dispose de 2 médecins, 2 radiologues, qui sont sur des temps partiels faibles, donc avec juste 3 jours de présence sur 5, ouvrés de radiologues. Donc ça a obligé, pour garder une activité importante et pour permettre de rendre un service à la population, d'optimiser ce temps. Donc les médecins radiologues font beaucoup de mammographie, d'échographie, beaucoup de dépistage de cancer, et par contre ils font très peu maintenant de radiologie, puisqu'on a développé à travers le numérique de la téléradiologie en programmé, mais également en urgence. Donc ça permet en fait le numérique nous permet de faire aussi bien avec ce qui est la problématique de tous les hôpitaux de proximité qui sont par essence dans des zones difficiles de santé. Donc c'est vraiment le numérique pour ça, c'est primordial. Et ça nous a permis en fait de garder une activité, mais de développer l'activité de radiologie, donc de rendre service au territoire, de sécuriser aussi la pratique des médecins du territoire qui sont souvent en difficulté parce qu'ils sont loin des CH, loin des grosses cliniques, loin des centres d'imagerie. Et en fait, on se rend compte que le fait de garder cette facilité de diagnostic et d'accès à l'imagerie, eh bien, ça permet de sécuriser toute une filière de santé dans tout le territoire. Donc c'est vraiment très très important d'avoir développé ces outils-là. Alors, Stéphanie parlait tout à l'heure de la perception qu'on peut avoir du numérique qui est de déshumaniser finalement l'acte de soins. Comment c'est perçu, selon vous, par les professionnels de santé et puis par les patients également ? Alors, les professionnels comme les patients, en fait, souvent dans ces zones très défavorisées, très précaires en termes de soins, ils souffrent de l'isolement. Ils souffrent de ne pas avoir de médecin traitant, ils souffrent de ne pas avoir accès aux soins, d'avoir des difficultés à avoir une ambulance pour se déplacer. Donc on est vraiment sur finalement du positif. On a eu un doute au début quand on l'a mis en place, savoir comment les gens allaient accepter le fait que leur radiologie soit interprétée très loin du secteur. Mais en fait, on se rend compte que ce qui est important pour eux, c'est de garder cet accès aux soins. Parce que ça a une importance. Comme disait Guillaume, on est sur un territoire qui est à la fois vieillissant, à la fois précaire, et à la fois assez vaste, avec une démographie médicale et de soignants très faible. Donc le fait d'avoir un accès aux soins, accès à l'imagerie, accès à des possibilités de diagnostic, c'est fondamental. Et ça permet en plus, alors en dépassant le cadre de la télémédecine, ça permet aussi de travailler en partenariat avec des grosses structures périphériques et de ramener un accès à de la médecine spécialisée, puisque l'accès aux spécialistes sur des zones comme le Tar Nord, il n'y a pas de spécialistes en fait. Donc en fait, si on ne met pas en place des outils, nous, pour rapprocher les spécialistes à travers la télémédecine des patients, il n'y a plus de spécialistes. Donc c'est fondamental, vraiment l'outil numérique, il est fondamental pour rapprocher les gens, et les gens, du fait de garder près de chez eux des soins, ils sont heureux de ça. Et les professionnels également. Alors, je fais réagir Vincent Garel par rapport à ce que vous venez de présenter, messieurs. Quel regard vous portez sur ces travaux, ces activités en e-santé qui viennent d'être présentées ? Moi, je pense que ce qui vient d'être présenté est un exemple de ce qui peut se faire dans les territoires pour répondre à des besoins. Tout à l'heure, sur le ton de la boutade, était évoquée la concurrence qui pourrait exister. Je crois que s'il y a bien un secteur d'activité, et la crise a illustré cet aspect, qui ne doit pas être concerné par ces vieilles querelles de clochers entre acteurs de la santé, c'est le domaine de la santé sur les territoires. La situation est trop grave pour qu'on se pose aujourd'hui ce genre de questions. La région Occitanie, d'ailleurs, depuis le début de ce nouveau mandat, s'est positionnée très clairement comme un acteur majeur des réponses à amener sur le territoire de l'Occitanie en matière de santé. Nous avons un vice-président en charge de ce sujet, c'est la première fois, qui est un professionnel du secteur de surcroît et qui connaît bien, je crois, tous ces aspects. Et pendant trop longtemps, si je me place du côté des collectivités, dans les anciennes politiques que pouvaient porter les collectivités et les territoires, nous avions cette espèce de concurrence. Je veux ma maison de santé, je veux... Bon, voilà. La question n'est pas de savoir ce qu'on va faire. La question est de savoir est-ce que ça va être efficace pour le territoire et répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, les solutions de e-santé, de numérique, de télémédecine répondent à des besoins. Des besoins... Alors c'est vrai que
les patients et les citoyens sur le territoire, avant la crise du Covid, pouvaient considérer que d'autres solutions existaient et qu'il manquait peut-être une volonté politique nationale ou c'était la faute de leur mère, enfin, etc. Le Covid a balayé, je crois, tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde a conscience, ou en tout cas une grande majorité, que la situation est tellement grave que tout ce qui peut être fait sur les territoires pour répondre à une part des besoins est une chose positive. D'où, je pense, l'acceptabilité que vous évoquiez à l'instant. Et donc, la région Occitanie, vous le savez, c'est fortement investi sur plusieurs aspects. D'abord, nous continuons à aider les territoires. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir trouver des professionnels de santé pour les accueillir dans les meilleures conditions. Je l'ai dit tout à l'heure dans les propos introductifs, nous aidons, nous sommes acteurs de la formation, nous aidons en termes de recherche, d'innovation, nous sommes toujours très actifs. La nouveauté, c'est la création du GIP régional qui a pour objectif de salarier des médecins et donc ainsi d'aider les territoires à mieux irriguer en termes de représentation médicale ces territoires. Mais bien entendu, la question se posera dans certains territoires de développer aussi les aspects du numérique parce qu'on sait très bien, quand bien même chacun y mette toute sa force et toute sa volonté, que nous n'aurons pas le nombre de professionnels nécessaires et notamment le nombre de spécialistes, ça a été évoqué à l'instant, qui sont aujourd'hui une difficulté majeure. Donc la région Occitanie, de ce point de vue, est très attentive, très investie, et c'est tant et si bien que c'est devenu un des piliers et un des objectifs principaux de la politique régionale. Alors justement, vous avez plusieurs projets qui sont accompagnés en matière de e-santé par la région Occitanie. Alors, quelques exemples. Je me suis permis d'amener quelques notes parce que n'étant pas du sérail, l'aspect médical me dépasse parfois un petit peu dans les termes. Donc, il y a deux choses que je veux mettre en exergue. La première, la région a aussi une vocation à rechercher l'équité et l'équilibre du territoire. Et de ce point de vue, une des actions qui est menée avec des possibilités d'innovation et d'expérimentation, c'est notamment dans les zones de montagne. Elles sont nombreuses sur le territoire de la région Occitanie. On pense bien sûr aux Pyrénées, mais les contreforts du Massif central, des Cévennes dans le Gard, voilà, j'oublie personne, hein, surtout. Voilà, sont des territoires aussi qui peuvent bien sûr souffrir de cette désertification. Donc là, nous avons une action pour aider les territoires à se doter d'outils de télémédecine et on peut participer au financement. On en a déjà financé plusieurs sur le territoire. Et puis ensuite, en termes d'aide spécifique à la santé et plus particulièrement à la e-santé, donc j'avais le point des dossiers. Alors nous avons plusieurs programmes, les crédits régiaux, les crédits européens, les contrats d'innovation, Redinov, PIA, etc. On était à 521 dossiers au total qui avaient été aidés pour 96 millions d'euros. Il y en a 110 pratiquement qui sont issus proprement dit des sujets liés à la e-santé. On a aussi des sujets soutenus dans le cadre du PIA 3 2018-2020 où là on a une vingtaine de projets qui ont été aidés. Et avec des exemples, alors notamment sur l'aide à l'innovation hospitalo-universitaire, où vous avez des aides, par exemple, à l'entreprise Meldiable, qui est une application permettant le calcul des doses d'insuline en fonction des repas. Vous avez l'entreprise Place de Soins, qui est un logiciel destiné à optimiser la qualité de prise en charge des stagiaires infirmiers durant les stages en hospitalier. Et puis la crise de Covid, bien sûr, a amené beaucoup d'innovations. Donc il y a deux projets et un que je veux mettre en exergue parce qu'il est assez... moi, quand on me l'a présenté, j'ai trouvé ça assez surprenant et innovant, mais plus rien ne m'étonne en termes de numérique. C'est l'analyse des réseaux sociaux pour anticiper le niveau de transmission locale du Covid-19 dans les agglomérations françaises où la région est partenaire, par exemple, de ce projet. Donc nous sommes bien sûr très attentifs à tous ces dossiers de la e-santé. Je pense qu'on est... un tournant important et que la crise sanitaire a fait prendre conscience à beaucoup d'acteurs, à la fois pour être présents sur le terrain, mais à la fois pour aider les professionnels de santé
à être plus efficace, que nous avions là une ressource extraordinaire. Et que par la formation, alors ici à Castres on peut en parler avec l'école ISIS, par le travail des éditeurs de logiciels, par le savoir-faire et la petite pointe de génie d'innovation de nos professionnels dans le domaine, on va découvrir de nouvelles applications, alors peut-être sur nos smartphones demain, de nouveaux logiciels qui feront que l'e-santé va se développer de plus en plus et que cela va permettre de répondre aux besoins des territoires et surtout de nos concitoyens. Parce que pendant longtemps, et ici on essayait de parler de e-santé de façon concrète, c'est bien l'intérêt de cette université, mais pendant longtemps, lorsqu'on sortait des murs de ce travail qui était fait en partenariat, pour le commun des mortels, ça paraissait très loin tout ça. Et bien depuis la crise de Covid, malheureusement, tout le monde s'est aperçu de l'utilité et des perspectives favorables de ces projets. Alors, vous parlez d'actions concrètes. Alors, justement, parmi les actions accompagnées par la clinique Sainte-Barbe, il y a le projet ICOP. Julien Combette, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, le projet ICOP, c'est un projet qui est porté par l'OMS, qui est un projet en fait de repérage des gens fragiles avant l'arrivée de la dépendance et avant l'arrivée des premiers symptômes de dépendance. Donc c'est un projet, il y a eu un appel à projet national. Donc il y a eu 8 porteurs nationaux qui ont été sélectionnés. Filiéris en fait partie en collaboration avec le Gérontopole de Toulouse pour en fait mettre en place. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple. C'est une application sur smartphone qui permet aux gens, alors soit de s'auto-repérer, mais ça on se rend compte quand même que sur des territoires ruraux âgés, c'est un petit peu compliqué. Mais ça permet par contre à toutes les personnes qui se rendent chez des patients, que ce soit des ménagères, infirmières, kinés, médecins, de pouvoir rapidement repérer à l'aide du smartphone et de l'application les premiers signes d'apparition de fragilité. Et en fait, à travers ça, ces données sont traitées par le Gérontopole et permettent de proposer aux gens des parcours de santé adaptés à travers des ETP, à travers des ateliers, à travers des parcours. Même des fois, nous on est porteurs sur la clinique, sur la partie évaluation d'apparition de troubles cognitifs, pour justement essayer, et ça c'est un petit peu nouveau par rapport à ce qui était fait en France à une époque, c'est de ne pas juste traiter les problèmes, mais essayer de vraiment intervenir en amont, faire de la prévention et éviter que les gens tombent dans la dépendance. Parce qu'on sait très bien que la dépendance sur des zones rurales et isolées, on se retrouve avec des gens qui vont devoir être placés en EHPAD. Les problématiques des EHPAD, on en parle suffisamment en ce moment pour savoir que c'est un sujet qui est quand même très compliqué, et économiquement et au niveau des personnes qui s'y trouvent. Donc vraiment cette démarche-là, portée par le numérique, parce que ça permet de centraliser les données, ça permet de vraiment avoir une base de données importante pour évaluer la fragilité d'un territoire au niveau de la santé, et après, grâce à ces données, de mettre en place des politiques de santé dans les territoires qui vont être efficaces. Et ça, c'est primordial, et ça fait un peu écho à ce qui était dit juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ça, on permet aussi aux soignants de se former au numérique, de développer des compétences, et en fait, c'est mettre des outils à disposition, c'est intéressant, mais par contre, arriver à former les soignants, à mettre en place des choses qui vont être instinctives pour les personnes, pour justement recréer du lien entre les soignants, entre les groupements de soignants, les CPTS, les MSP, c'est extrêmement intéressant. Où est-ce qu'on en est de ce projet ICOP aujourd'hui ? Alors actuellement, on est sur la phase où on a formé sur le territoire bon nombre d'acteurs pour faire le dépistage du step 1. Donc une fois que le step 1 est fait, que les gens sont dépistés fragiles, il y a un step 2 qui est effectué, où là c'est un entretien motivationnel, entretien avec un soignant formé également, en vue justement de lancer la partie parcours de soins adaptés, parcours de prévention, avec des ateliers. Des fois ça ne tient à rien, hein. Juste le fait d'aller à un atelier de gym douce pour voir des gens, rencontrer des personnes, mettre en place certaines choses toutes simples, ça permet d'éviter la chute de la dépendance et d'éviter des situations après qui seront dures à gérer, notamment dans les déserts médicaux où la démographie médicale est très faible. Donc on voit qu'il y a des solutions numériques qui existent, qui permettent vraiment d'accompagner tous les parcours. Pour autant, est-ce qu'on a des limites sur le numérique, Guillaume Raskoff ? Alors oui, on en a bien entendu. Alors des limites déjà bêtement technologiques. Alors ça paraît évident dit comme ça là, dans une agglomération plutôt connectée, mais il ne faut pas oublier qu'au fin fond de la Pampa, il n'y a pas forcément la 4G. Et donc ce souci de connectivité peut poser problème
même pour les soignants, hein, tout simplement. Là, de pouvoir faire le dépistage, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir techniquement le faire. Après, il y a aussi la limite, encore une fois, comme Julien l'expliquait, de la formation des soignants à ce sujet. Alors, je ne vais pas faire d'agisme, hein, mais c'est vrai que l'e-santé, la téléconsultation, pour certains de confrères plus âgés, ça tient plus de l'ésotérisme qu'autre chose. Donc il y a une nécessaire sensibilisation à faire de ce point de vue-là. Et la crise de la Covid a aidé d'ailleurs de ce point de vue-là, on ne va pas dire que du négatif, a beaucoup aidé. Par la force des choses, les gens ont dû s'y intéresser et se sont rendus compte que ça marchait plutôt pas mal et que c'était utile. Du côté des patients aussi, ça demande une certaine éducation de désacraliser aussi le lien médecin-patient qui est nécessairement en consultation. On va voir les gens et de se dire que la médecine de demain, elle va aussi passer par ce type de lien-là. Alors contre toute attente, c'est plutôt bien accepté, et y compris par les personnes les plus âgées. J'aurais pensé que c'est, en tout cas de mon expérience, hein, c'est tout à fait personnel et empirique, mais c'est vrai que c'est plutôt bien accepté par les gens. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Et après, sur le développement des outils en eux-mêmes, mais là, ça va autant sur l'équipement des territoires, sur la connectivité, que sur l'innovation et le développement des applications, que ce soit simplement de téléconsultation ou déjà ce qui avait été évoqué avant avec d'autres outils pour la formation ou le dépistage, quoi. Alors justement, vous parlez de la formation. Vous vouliez rajouter quelque chose, Julien ? Juste après, à mon avis, il y a une étape suivante et nécessaire et qui va être obligatoire, ça va être l'interconnectivité des processus numériques dans les territoires. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur des territoires, selon les régions, selon les choix qui sont faits par des CPTS ou des GHT, on va avoir des outils numériques différents et qui ne vont pas forcément des fois être compatibles. Et à mon avis, un des enjeux des années à venir, ça va vraiment être l'interopérabilité pour justement arriver à ce que la communication, on le voit avec le DMP. Le DMP qui est une avancée, mais une avancée si ça marche. Donc il faut à tout prix que l'interconnectivité et l'interopérabilité entre les programmes et les outils numériques soient vraiment importantes. Il y aura un atelier cet après-midi sur cette interconnectivité, justement. Donc, voilà. Juste vous parler de formation, je vais faire agir Vincent Garel, puisque la formation, c'est quand même une des compétences fortes de la région Occitanie. Est-ce que ça, c'est une donnée qui est prise en compte aujourd'hui, la formation, notamment aux nouvelles technologies ? Alors, en matière de e-santé, je précise. Oui, mais alors la région Occitanie, la région a la compétence pour essayer de développer les formations que j'évoquais tout à l'heure, médico-sociales, mais tout cela se fait en lien avec les services de l'État, qui sont ceux qui sont à la manœuvre, et notamment sur le corpus d'enseignement. Voilà. Les messages passent, parce que bien entendu, la mobilisation des territoires, la mobilisation des institutions font qu'aujourd'hui, je pense, et des professionnels, bien entendu, à commencer par eux, je pense que ces messages-là passent. Ce qui a été dit tout à l'heure est très important. Dans le cadre du développement de ces technologies, la première chose qui compte, c'est que le territoire soit pourvu en équipement qui permette la mise en œuvre de ces technologies. Et le premier équipement, c'est la connexion. Voilà. Si le président du département était là, il vous parlerait de la fibre, mais je ne suis pas président du département, donc on le salue quand même. On le salue quand même, et on peut souligner l'action du département pour le développement de la fibre, du département du Tarn, parce que nous sommes dans le Tarn, mais par ailleurs, l'ensemble des départements, dans le cadre de partenariat avec l'État, la région et leur propre territoire, développent la fibre. Mais c'est l'essence même du développement du numérique dans les territoires ruraux. Parce que s'il n'y a pas de connexion, et une connexion facile surtout, notamment pour ceux qui sont le plus éloignés de la connectivité et de l'usage de ce genre d'outils, on n'y arrivera pas. Moi, je crois que nous sommes, je le disais tout à l'heure, vraiment à la croisée des chemins. Il y a une révolution qui est en train de se faire. Je pense que cette révolution, elle se fait au niveau des professionnels de santé qui sont en exercice. Et je pense que les nouvelles générations qui sont en formation, quelle que soit l'activité qu'ils souhaitent exercer plus tard, sont au cœur de cette révolution et de cette évolution. Et le genre de débat que nous avons aujourd'hui et l'organisation de cette université d'été font partie des éléments qui doivent amener à ce que chacun prenne conscience qu'il peut être un acteur important dans ce domaine
Et donc, moi, j'attire particulièrement l'attention des professionnels pour que le message passe auprès de l'État, pour que les formations les plus poussées possibles soient données aux jeunes qui sont en formation aujourd'hui, et quelle que soit la formation médicale ou médico-sociale, parce que l'ensemble des acteurs de la chaîne doivent être formés et doivent avoir une connaissance de ce qui existe aujourd'hui. Peut-être pas de ce qui existe demain, parce que les technologies évoluent très vite et qu'il faudra bien sûr continuer à s'adapter au fil de sa carrière. Et c'est peut-être là qu'il y a une évolution majeure pour ceux qui exercent déjà depuis quelques années, parce que bien sûr, il y avait des formations liées à l'exercice de la médecine et des évolutions. Mais là, aujourd'hui, on ajoute un nouveau cran. Et il faut souligner, enfin, moi j'ai quelques connaissances, quelques amis qui sont dans l'exercice de la médecine, qui font partie de certains qui exercent depuis des décennies. Il faut souligner qu'il y a une certaine évolution, une vraie prise en compte de ces questions, même si pour l'instant les démarches restent individuelles. Il faut peut-être un peu plus les globaliser. Et de ce point de vue, le travail qui peut être fait entre les libéraux, les salariés, et qu'ils soient salariés de la région ou de groupes privés ou mutualistes, eh bien, je pense qu'il faut à un moment donné que tout cela soit partagé au bénéfice des patients et de nos concitoyens. Stéphanie Firetto, juste, Vincent Garel parle de révolution. Hein. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est le regard que vous portez sur le numérique versus service au territoire? Alors, pour que la révolution ait vraiment lieu, il faut effectivement de la formation, comme vous l'avez souligné, M. Garel, l'acculturation, mais également pouvoir développer donc, dans nos structures, donc être accompagné aussi financièrement par l'État. Parce que ces technologies, elles coûtent cher à mettre en place, tant pour la formation des soignants que pour la mise en place opérationnelle. Et il faut du personnel. Et il faut du personnel. Effectivement, donc les politiques de recrutement, pareil, sur un même territoire, sur une même région, elles doivent être mutualisées. Je pense qu'effectivement, M. Garel disait qu'il n'y avait pas de concurrence aujourd'hui. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, il faudrait aussi mutualiser les compétences pour recruter, être attractif et aussi pouvoir avoir accès à ces fameuses subventions ou financements pour le droit à l'expérimentation et au développement de ces technologies. D'accord. Juste pour conclure, peut-être, on a parlé de télémédecine, on a parlé de téléradiologie. Est-ce qu'il y a d'autres services qui, plus tard, pourraient bénéficier de l'innovation? Julien Combette, pour conclure. Alors, on en parlait pour les spécialistes tout à l'heure. En fait, actuellement, les spécialistes étant maintenant rassemblés de façon quasi systématique dans des grands CH, des grosses cliniques, l'obligation pour nous, alors on a un intérêt, les hôpitaux de proximité, pour apporter de la compétence auprès d'acteurs libéraux ou médico-sociaux, notamment les EHPAD. Mais par contre, le numérique nous sert aussi à aller chercher la compétence qu'on n'a pas sur site dans les gros centres. Faire des partenariats sur notamment la psychiatrisation, ce qui a été fait avec la clinique Pasteur, avec d'autres structures où justement on arrive à avoir des temps de téléconsultation qui nous permettent de faire suivre sans déplacer les gens, des patients de chez nous, par des spécialistes qui sont éloignés dans les territoires. Donc ça, c'est vraiment c'est fondamental si on veut arriver à garder de la compétence dans les territoires. Très bien. M. Raskoff. Je voudrais apporter une légère nuance quand même à bien garder en tête, c'est que, alors certes, c'est extrêmement important de le développer ou autre, je pense qu'il faut quand même rester prudent sur le fait que la e-santé ne devienne pas non plus un pis-aller à la désertification médicale et qu'au prétexte qu'il n'y a plus de spécialistes dans les territoires ou autres, on hypothèque l'offre de soins locale en se disant de toute façon il y a la téléconsultation sur Toulouse ou ailleurs. Donc je pense que certes il faut développer les outils numériques, mais ça c'est un des grands chevaux de bataille disons de la médecine, mais aussi de pouvoir repeupler humainement les territoires, parce qu'il faut bien quand même quelqu'un de l'autre côté de l'écran pour s'occuper des gens. Très bien. Juste un dernier mot, et je pense que c'est tout l'intérêt, le numérique doit rapprocher les gens de la santé, doit rapprocher les spécialistes des structures périphériques, mais effectivement, comme le disait Guillaume, on ne pourra pas quand même faire l'économie d'investir dans des outils sur les structures de proximité, parce que malgré tout, il y a besoin d'une réactivité importante des structures périphériques pour que les médecins invitent s'installer dans des zones, pour que les infirmiers invitent s'installer, c'est obligatoire de garder ça. Bien, je vois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, même si
Le débat est vraiment entamé. Écoutez, il est 11h20, on va conclure maintenant. On peut vous remercier pour vos interventions et vos commentaires.